Écho d'ici, écho d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de plus en plus suivi sur notre antenne et nos différents supports numériques. Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Nous recevons un patron français qui bénéficie d'une longue expérience en Afrique dans les domaines des transports et de la logistique. Bonjour Philippe Labonne. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté notre invitation ici dans le studio 51 de RFI. Vous êtes le président d'Africa Global Logistics, AGL, anciennement Bolloré Africa Logistics et désormais filiale du groupe italo-suisse MSC. AGL, opérateur portuaire, maritime, logistique, ferroviaire, énormément de sujets à aborder dans ce secteur. Et puis, depuis quelques mois, vous présidez le comité Afrique du MEDEF International. Vous avez succédé au Sénégalais Momar Nguer. Je ne vais pas plus loin dans les détails avec Aurélie pour mieux vous connaître, votre parcours de vie, votre parcours professionnel. Alors Philippe Labonne, lorsque l'on vous voit en photo ou en personne et qu'on entend votre nom, on sait que l'on a affaire à une personnalité, une cheville ouvrière du secteur des transports et de la logistique en Afrique. Vous en connaissez l'histoire, les ressorts et toutes ces évolutions. On sait, mais il aura fallu quand même 3 déclencheurs pour faire de vous qui vous êtes aujourd'hui, professionnellement, hein, bien sûr. En effet, Philippe Labonne, vous avez 23 ans en 1989 lorsque vous démarrez votre carrière chez PwC. À cette époque, et alors que vous êtes consultant, vous réalisez votre premier contact avec l'Afrique lors d'un voyage d'exploration où vous êtes frappé par les possibilités de développement et les défis auxquels étaient confrontées les entreprises de la région. Là, c'est un premier déclencheur. Votre tout premier contact avec l'Afrique, votre premier voyage, un souvenir? Le Cameroun a, pour être très clair, le couloir de l'aéroport de Douala. Pourquoi le couloir? Qu'est-ce qui vous a marqué? Écoutez, ce qui m'a marqué, c'était la chaleur de l'aéroport de Douala. Et à cette époque, on attendait devant des files en fonction de l'ordre alphabétique. Mais j'ai été frappé par cette atmosphère, ensuite par l'atmosphère de la ville de Douala, la soirée à Douala, et effectivement, comme l'a dit Aurélie, l'énergie vibrante de ce pays. Depuis énormément de voyages en Afrique, est-ce qu'il y a un pays où vous n'êtes pas allé? Écoutez, j'ai jamais fait le point, mais je sais que j'ai sillonné l'Afrique d'est en ouest et du sud au nord. Il y a quelques pays où je ne suis pas allé, notamment les îles comme les Seychelles, Maurice. Mais en ce qui concerne l'Afrique continentale, j'ai pratiquement fait tous les pays. La suite de votre parcours. Alors voilà, ensuite, et très rapidement, viennent les temps Bolloré, puisque Saga, l'entreprise que vous intégrez après PwC, est rachetée en 1997 par le groupe de Vincent Bolloré. Vous enchaînez dans une autre filiale, Citarail, qui gère les concessions de plusieurs lignes ferroviaires sur le continent, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en tant que directeur général adjoint. Vous vous installez en Côte d'Ivoire entre 1998 et 2006, encore avec Saga, quand... Deuxième déclencheur, le départ de Dominique Lafont de Bolloré Africa Logistic, que vous remplacerez finalement en 2015 après avoir été son adjoint, vous permet d'embrasser un plus grand périmètre et donc une place stratégique dans le groupe. Des terminaux portuaires, les concessions des ports, Abidjan, la plupart des terminaux portuaires dans le golfe de Guinée, des lignes ferroviaires. En quelques années, les activités africaines du groupe Bolloré dans les ports, la logistique, le transport représentent un véritable empire. Et au vu du caractère stratégique pour les pays de ces activités, derrière Vincent Bolloré, les portes des palais présidentiels, des ministères et des grands groupes vous sont toujours ouvertes. C'est encore le cas aujourd'hui. Des relations que vous soignez autant que les valeurs que vous insufflez à travers les 2 filiales que vous dirigez en Afrique, on va y revenir, et que en fait vous avez su garder
jusque très très récemment. Si on revient sur vos derniers déplacements, vous avez fait plusieurs pays, Djibouti, l'Éthiopie, la Zambie, l'Angola, le Ghana, le Nigeria, mais vous prenez quand même le temps, le 11 février dernier, de faire une étape par la Côte d'Ivoire pour voir les éléphants remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes AGL, principal sponsor dans les loges VIP. Le président ivoirien tout près, Didier Drogba également. Et vous ne boudez pas votre plaisir. La CAN pour AGL, également une belle affaire? En fait, la CAN, c'est surtout un parcours d'émotion et de fraternité, parce que j'ai connu cette équipe de Côte d'Ivoire en 2004. À un moment où la Côte d'Ivoire traversait une période difficile, mais où tout le pays était réuni derrière les éléphants. Donc c'est la première fois à cette époque où nous avons décidé de soutenir cette équipe comme un symbole de l'unité nationale. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer effectivement Didier Drogba, qui est une personnalité extrêmement attachante et exemplaire. Et ensuite, nous avons décidé, à l'occasion du lancement de la marque d'Africa Global Logistique et de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, de soutenir les éléphants. Parce que là aussi, nous pensons que c'est un bel exemple de réussite, de professionnalisme. Et le parcours qu'ils ont fait est exemplaire. Mais au-delà, vous savez, le sport, c'est aussi un grand sujet d'émotion. Et nous sommes très heureux de la réussite des éléphants. C'était une grande joie. Et donc, d'un point de vue économique, adosser l'image d'une entreprise à un événement comme celui-là, qu'est-ce que vous en espérez? En fait, ce qu'on espère, c'est de promouvoir l'image d'une Afrique qui gagne. Moi, j'ai été frappé de la cérémonie d'ouverture de la CAN, à laquelle j'ai assisté avec mon épouse, et qui était de grande qualité, avec des spectacles extrêmement bien organisés, des spectacles symboliques et très professionnels, avec un rythme fabuleux et un grand professionnalisme. C'est cette image de l'Afrique que nous voulons soutenir, et c'est cette image de l'Afrique à laquelle nous souhaitons être associés. Suite et fin du parcours de Philippe Labonne, Aurélie. Oui, donc si vous suivez toujours, il reste le troisième déclencheur. Philippe Labonne, figure désormais incontournable de la logistique et du maritime en Afrique. C'est très récent, ce troisième déclencheur, fin 2021. Vincent Bolloré passe la main à ses fils. Un an plus tard, les activités africaines de Bolloré Transport et Logistique, Bolloré Africa Logistics, sont cédées pour 5,7 milliards d'euros à un concurrent. En mars 2023, l'opération est définitivement bouclée. MSC, numéro 1 mondial du maritime et également spécialiste du transport multimodal, reprend. Vous êtes l'un des artisans de la réussite de cet accord qui permet à Bolloré de se retirer tout en gardant salariés et marchés. Et avec la casquette de président du groupe réunifié et renommé Africa Global Logistics, Philippe Labonne, vous abordez désormais le tournant d'un secteur confronté à la concurrence et beaucoup de nouveaux défis. Et c'est d'ailleurs dans cette dynamique que vous êtes désigné au mois de janvier dernier président du comité Afrique du MEDEF, le patronat français, l'Afrique que vous connaissez par cœur et le patronat que vous fréquentez depuis plusieurs années. 2 casquettes pour Philippe Labonne et autant de sujets de discussion dans ce grand invité de l'économie, les tournants de la vie professionnelle du président d'Africa Global Logistics et président du comité Afrique du MEDEF international sur Radio France Internationale et Jeune Afrique. Nous attendons de connaître votre vision du développement économique de l'Afrique en tant que représentant des entreprises françaises dans le contexte politique et géopolitique que l'on connaît, des questions d'actualité, d'autres plus personnelles. Un entretien à voir en vidéo sur notre chaîne YouTube, à lire dans les colonnes de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Nous attendons vos commentaires. Bonne émission à toutes et à tous. Philippe Labonne, partons de la situation globale d'un monde morcelé, d'un monde en guerre. Il y a le conflit russo-ukrainien, il y a les tensions très fortes entre Moscou et l'Occident, et puis le conflit au Proche-Orient, avec des conséquences dans votre domaine d'activité, les perturbations du trafic maritime, notamment en mer Rouge. Les géants du transport, MSC, Maersk, CMA, CGM, ont dû changer leurs itinéraires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète
pour l'avenir proche et à un peu plus long terme? Je pense que depuis ces dernières années, nous avons bien compris que le monde était de plus en plus imprédictible. Nous avons eu le Covid, nous avons eu la guerre en Ukraine, nous avons également la situation au Moyen-Orient. Et ceci implique que les logisticiens, les supply chains doivent s'adapter. Nous avons su démontrer pendant la crise du Covid comment les entreprises logistiques avaient réussi à continuer à alimenter le monde en vaccins. Ça a été le cas d'Africa Global Logistics qui avait mis en place une chaîne aérienne pour diffuser les vaccins. Donc, plutôt que de m'appesantir sur la situation dans la mer Rouge sur laquelle je reviendrai, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est la nécessité d'avoir des chaînes logistiques robustes, des acteurs agiles et la possibilité de doubler les corridors ou de tripler les corridors d'évacuation. En ce qui concerne la mer Rouge, je dirais juste un mot. La conséquence de la mer Rouge et de la situation qui se trouve, c'est que les compagnies maritimes maintenant passent par le cap de Bonne-Espérance et ont dû rajouter sur leur range 2 navires sur là où il y en avait 10 avant. Donc le parcours est plus long, aller-retour de 20 jours, et effectivement ça coûte plus d'argent aux compagnies maritimes et donc à la fin à nos clients. Ça coûte aussi à des économies comme l'Égypte, qui est frontalier et dont en fait l'essentiel des revenus, c'est un des piliers d'ailleurs de son PIB, c'est les revenus tirés du canal de Suez. Comment on s'en sort dans cette situation, sachant qu'AGL, par exemple, a une filiale en Égypte? Quand on regarde l'Afrique, il faut regarder la trajectoire. Et aujourd'hui, je pense qu'aucun pays en Afrique et d'ailleurs dans le monde ne peut être épargné par une crise. Donc le véritable mot d'ordre, c'est d'être résilient, d'avoir une surface financière solide pour faire face à ces périodes, d'avoir des équipes locales résilientes, capables de rester et d'affronter un environnement parfois hostile, et enfin de savoir durer et s'adapter et donc d'être agile. Et donc pour le cas de l'Égypte, qui est déjà dans une situation économique, on va dire, compliquée. L'Égypte est un pays stratégique pour l'Afrique. C'est un pays qui est situé donc effectivement sur le bord de la mer Rouge, qui maîtrise le canal de Suez, qui a beaucoup d'énergie, qui a des grandes compétences, qui est idéalement situé pour servir la partie de la Corne de l'Afrique jusqu'au Kenya, qui a des terres arables, qui est en fait a une position géographique qui reprendra le moment venu son importance dans l'économie mondiale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rester en Égypte, être patient, baisser la voilure si nécessaire, mais bien regarder aussi les atouts de l'Égypte et la place que ce pays doit jouer dans l'émergence du continent africain. Vous avez parlé de l'imprévisibilité de la situation internationale, de l'insécurité qui règne parfois. C'est le cas ces dernières années, depuis quelques années au Sahel. Les entreprises françaises et les entreprises étrangères, généralement, ont dû s'adapter aux changements politiques. On sait que la France est parfois rejetée par certains. Comment est-ce que vous voyez les choses avec un peu plus de recul? C'est vrai qu'il y a encore des entreprises françaises au Mali, au Niger, au Burkina. C'est quand même moins facile de travailler qu'avant. C'est un peu la même question que vous m'avez posée précédemment. En fait, ces pays traversent des crises, sont des pays très jeunes qui sont en train de se construire. Effectivement, la situation politique impacte le fonctionnement des affaires, parce que certains acteurs se retirent. Ce n'est pas notre cas. Nous continuons de rester dans ces pays-là pour desservir notamment les acteurs du monde agro-industriel. Nous avons parmi nos grands clients les producteurs de coton, et nous assurons l'évacuation de la quasi-totalité de la campagne de coton du Burkina, de la campagne de coton du Mali. Donc nous allons rester. Les gens continuent à travailler, à se nourrir. Il est important aussi que nos salariés continuent de pouvoir travailler. Donc nous resterons dans ces pays-là. La situation est difficile. Je souhaite que la situation politique s'apaise et que ces pays-là trouvent leur chemin parmi la communauté internationale.
pour un acteur du secteur privé, si on veut essayer d'expliquer les choses concrètement, quel impact peuvent avoir des sanctions économiques sur vos activités? Concrètement, ça se mesure, je pense. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les acteurs réagissent avec une certaine inertie, notamment parce que les expéditions vers le Niger, par exemple, puisque c'était le cas, sont lancées pratiquement 60 jours avant de devoir arriver au Niger. Donc il y a un délai d'inertie dans les commandes. Et ensuite, les armateurs s'adaptent et en fait, commencent à ne plus charger les bookings pour le Niger. Et donc, vous avez une activité effectivement qui baisse. Et ça a été le cas du port du Bénin. C'est aussi le cas au Niger. Et donc, dans ces cas-là, nous essayons de resserrer la voilure tout en voulant rester au Niger. Nos activités au Bénin n'ont pas été affectées significativement, mais nous ressentons une baisse sensible dans les volumes du port de Cotonou. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'à Cotonou, le pays développe une agro-industrie, développe une industrie de filature qui permet en fait de compenser les volumes qui ne sont plus là. Mais le Niger va reprendre sa place. Il y a une bonne nouvelle, puisque les États de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions. Et le Niger va reprendre son chemin dans l'économie régionale. Et si on parle des autres pays concernés, par exemple le Mali? Au Mali, nous sommes restés au Mali, où nous opérons plusieurs ports secs, où, je vous l'ai dit, nous sommes le logisticien des grandes compagnies cotonnières. Donc nous allons rester au Mali. Aujourd'hui, je pense qu'on est au point bas et nous avons des équipes de qualité. Nous avons notre patron de la région d'Afrique Atlantique est un Malien. Donc nous avons des managers de qualité qui nous permettront de rebondir le moment venu. Là aussi, je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'économie et le temps politique. Et les acteurs économiques doivent comprendre qu'il faut laisser du temps aux politiques pour résoudre leur équation. Vous comptez sur les cycles? Je ne compte pas sur les cycles. En fait, j'ai choisi il y a bien longtemps, je le disais, de faire de l'économie parce que je ne suis pas un politicien, mais je sais qu'il faut du temps aux hommes politiques pour régler leurs crises. Il faut du temps pour mettre en place avec le peuple un schéma qui permette d'assurer la prospérité. D'accord. Et est-ce que, si on veut être optimiste ou pessimiste, je ne sais pas, même si le groupe a plus ou moins changé de nationalité, vous évaluez et vous pesez le risque de boycott, voire de bannissement, même si ça fait des années, Est-ce que c'est quelque chose qui... Nous sommes dans ces pays-là depuis des dizaines d'années. Nous avons des clients qui comptent sur nous. Nous allons rester. Ce que je rencontre en Afrique, c'est énormément une appréciation très positive quand je travaille d'est en ouest, du nord au sud. Les entreprises françaises sont extrêmement appréciées. Et nous sommes une entreprise française. Les entreprises françaises ont cette spécificité, j'allais dire, humaniste. Vous connaissez la spécificité française. L'homme est au cœur de tout et l'attention que nous portons aux communautés est aussi très importante. Donc les entreprises françaises sont bien appréciées. Aujourd'hui, il n'est pas question de bannissement ou de retrait des acteurs français d'Afrique. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent la France et qui disent qu'elle s'accapare, comme d'autres puissances d'ailleurs, les matières premières? Qu'est-ce que vous leur dites là? Je pense que le rôle de la France en Afrique est très honorable. Je regarde, la France est un pays impliqué en Afrique qui cherche à être aux côtés de l'Afrique pour trouver des solutions. C'est pas simple. Moi, je suis pas, encore une fois, un homme politique, mais donc je vais laisser le temps aux politiques d'agir. Pour notre part, nous allons poursuivre nos investissements en Afrique et nous sommes convaincus que les acteurs économiques sur le continent africain ont leur rôle à jouer pour contribuer à la prospérité du continent, à créer de l'emploi pour les jeunes, à former des jeunes et à permettre à l'Afrique de développer son commerce avec elle-même. Encore une fois, c'est une condition de la prospérité et de la paix. Donc, quel que soit, entre guillemets, le risque, le climat des affaires, vous avez l'intention, effectivement, de rester en Afrique de l'Ouest. Vous n'allez pas reporter vos activités vers d'autres zones du continent. C'est la vision du groupe MSC. L'Afrique, c'est une nouvelle frontière du
développement. Aujourd'hui, l'Afrique représente 3% du commerce mondial. Et quand on sait que la population africaine représentera un quart de la population mondiale en 2050, on imagine bien le potentiel de développement de ce continent. Il n'est pas question de faire un choix entre un pays et un autre. Bien entendu, comme je le disais, il faut s'adapter, être agile quand une situation sécuritaire, politique entraîne une diminution des activités. Il faut savoir s'adapter. En revanche, nous resterons en Afrique de l'Ouest et nous allons poursuivre nos développements dans les autres régions d'Afrique. En tout cas, il y en a certains qui demandent aux entreprises françaises de changer de logiciel. Je mets des guillemets. Je voudrais vous faire écouter les propos d'Emmanuel Macron tenus en février 2023. C'était lors d'un discours sur les relations Afrique-France. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. C'est pas pareil quand on va en Allemagne, en Pologne, dans des pays du Golfe, en Chine. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait. Et parfois, nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions, simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Le président français qui appelle à un réveil collectif des entreprises, à prendre les Africains au sérieux. Il dit que les entreprises ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Là encore, avec un peu de recul, et en tant que représentant du patronat, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? Il faut prendre les États africains au sérieux, il faut prendre les citoyens africains au sérieux, et ce qu'Africa Global Logistique fait, et c'est pour ça que les États nous font confiance. Les entreprises françaises que je connais sont extrêmement respectueuses de leurs partenaires africains, et c'est pour ça qu'elles ont une bonne image. Elles emploient 1,5 million de personnes en Afrique. Depuis que je suis à la tête du comité Afrique du MEDEF, nous allons faire une cartographie de l'impact des entreprises françaises en Afrique pour démontrer comment les entreprises françaises ont un impact positif sur l'économie africaine et contribuent à la prospérité et au développement des bonnes pratiques en Afrique. Justement, quelles sont vos priorités à la tête du MEDEF Afrique, enfin du comité Afrique du MEDEF? Au-delà de la cartographie, j'imagine que c'est pour évaluer un peu la force des entreprises françaises sur certains marchés, voir où se développer. Mais c'est quoi vos priorités concrètement? D'abord, je pense qu'il faut donner la véritable mesure de l'impact des entreprises françaises et aussi contribuer à une meilleure image du continent en Afrique. Notre position au sein de MEDEF International, c'est d'aider les entreprises françaises à se développer en Afrique, mais aussi de les aider à nouer des partenariats avec les acteurs africains. C'est de contribuer à créer un écosystème vertueux de développement de supply chain locales en Afrique qui correspondent aujourd'hui à la priorité du continent. Pourquoi ? L'Afrique produit des matières premières et l'Afrique a des talents et de l'énergie qu'elle souhaite mettre en œuvre pour développer des produits à valeur ajoutée en Afrique. Et je pense que les entreprises françaises ont un rôle important à jouer pour développer ces supply chains. Donc nous allons encourager ces partenariats, aider les entreprises à mieux comprendre leur environnement et je le souhaite aussi contribuer à une image meilleure de l'Afrique, à ce que l'Afrique ait l'image qu'elle mérite. Je reviens un instant sur ce qu'a dit le président Macron. Est-ce que
quand il fait référence à ces entreprises qui ne se comportent pas toujours bien, est-ce qu'il y a quand même effectivement des mauvais élèves ? Est-ce que cette colère qui s'exprime en Afrique, elle n'est pas due tout de même à quelques faits négatifs ? Vous me cherchez, Bruno. En fait, ce que je dirais, c'est que je ne me reconnais pas et je ne nous reconnais pas dans les propos du président Macron. Point. D'accord. On va revenir peut-être sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les partenariats avec les acteurs africains, qui est parmi vos priorités au MEDEF Afrique. Quelles sont vos relations aujourd'hui, le patronat, le MEDEF, avec les autres patronats en Afrique ? On sait que les situations pays par pays sont pas forcément toujours les mêmes. Est-ce que c'est facile de mener ces relations sur le long terme ? Il y a 54 pays en Afrique, donc il y a 54 patronats africains. Je ne les connais pas tous, mais les relations sont bonnes. Et dès que nous pouvons, nous organisons des missions conjointes. Nous nous rapprochons à chaque visite des patronats locaux. Prochainement, nous allons organiser avec le patronat du Maroc un forum d'affaires au mois de mai. Nous allons promouvoir les partenariats entre les entreprises françaises et marocaines pour contribuer au développement économique du Maroc. Vous vous félicitez du réchauffement des relations entre la France et le Maroc, réchauffement d'ailleurs exprimé clairement par la diplomatie française. Au Maroc, on a plus de 1300 entreprises, de 50 000 salariés, filiales de ces groupes français. C'est un pays important pour les entreprises françaises et c'est un pays important pour l'Afrique. Et il est important que les relations soient les meilleures possibles. Créer une communauté d'affaires franco-africaine, c'est votre objectif. C'est l'objectif aussi d'une fondation que vous connaissez bien, Philippe Labonne, la French African Foundation. Eh bien, nous sommes en ligne avec sa directrice, Nashwad Megouar. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous, depuis Norsken House, qui est la maison des entrepreneurs ici à Kigali. Vous êtes à Kigali, en effet, au Rwanda, où les Young Leaders étaient reçus pour mettre en place de nouveaux partenariats avec ce pays. Première question, comment faire pour que les entrepreneurs français, les jeunes entrepreneurs, améliorent l'image de la France en Afrique ? Écrire un autre récit que celui de la défiance. Oui, alors je crois que les entrepreneurs français contribuent très largement à la vitalité de la relation franco-africaine de plusieurs manières. Déjà en faisant preuve d'audace, car les marchés africains, les pays africains sont encore considérés comme des marchés à risque pour de nombreux pays. Ensuite, de par leur professionnalisme et leur sérieux qui leur accordent une bonne réputation en fait. Et enfin, le développement de partenariats qu'on pourrait qualifier de win-win, qui donc fait que des entreprises comme Africa Global Logistics ou Meridiam, par exemple, vont avoir un impact dans le développement économique et social des pays dans lesquels ils opèrent, contrairement à d'autres pays qui sont perçus comme des prédateurs ou qui sont moins regardantes sur l'aspect RSE. C'est le cas de la Chine, par exemple. Ensuite, sur l'atout des jeunes entrepreneurs, eh bien, je dirais que d'abord, ils sont libérés du poids du passé. Donc ça, c'est une chose. Et puis la seconde, c'est qu'ils sont particulièrement agiles et ont une longueur d'avance en matière d'innovation. C'est notamment le cas dans la tech. Et je prends un exemple, c'est la FinTech la licorne africaine, ouest-africaine Julaya, qui est donc une solution qui offre des solutions de paiement en ligne pour les entreprises basées au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est aussi déjà préparé la banque du futur et qui est dirigée par d'ailleurs un de nos young leaders, Mathias Leopoldi, qui est cette semaine à Kigali aux côtés de 30 autres talents africains et français. Quels sont les atouts des entreprises françaises selon vous sur le terrain en Afrique, au-delà du partage de la langue française dans un certain nombre de pays? Alors je ne suis pas analyste ni experte, mais je dirais que les entreprises françaises, elles bénéficient d'une histoire partagée en fait, de l'histoire et donc d'une meilleure connaissance des marchés africains, mais aussi de la langue qui constitue clairement un atout et donc une présence aussi historique. Enfin, j'ajouterais qu'elles ont plus de liberté parce qu'elles sont libres vis-à-vis du politique, ce qui n'est pas le cas des entreprises chinoises, ce qui n'est pas le cas des entreprises russes, peu d'entre elles en tout cas, et également de certaines entreprises turques, ce qui signifie que lorsqu'on deal avec une boîte française, on ne deal pas avec l'État. Enfin,
J'ajouterais que l'atout majeur consiste et réside certainement dans les talents africains, les talents binationaux que les grandes entreprises et les plus petites entreprises françaises arrivent à attirer, arrivent à mobiliser au sein de leurs équipes et au sein de leurs collaborateurs. Je pense qu'évidemment, les talents et les partenariats locaux sont clés et pour ça, les entreprises françaises bénéficient d'un avantage j'ai envie de dire concurrentiel parce qu'il y a une élite africaine qui est formée dans les établissements français. Il y a aussi cette biculture souvent qui est partagée et qui permet en fait à la fois d'être aligné en matière de valeurs aussi. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et comme je le disais, d'avoir une bonne analyse, d'avoir des équipes qui sont plus agiles et qui comprennent mieux les environnements locaux. Donc ça, c'est clé. Et je pense que pour que les jeunes Africains s'identifient plus massivement à ces champions français, finalement, il faut que ces champions français soient des champions finalement à l'image, à la marque employeur panafricaine pour susciter cette fierté et aussi célébrer la réussite africaine. Merci à vous, Nashwaat Megwar, directrice de la French African Foundation, la fondation franco-africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Philippe Labonne, on a entendu pas mal de choses. Réunir les talents français, les talents africains, et puis l'idée que les entreprises françaises, elles, et contrairement à d'autres, ne sont pas, entre guillemets, inféodées à un pouvoir politique. C'est clair, le secteur privé, c'est le secteur privé, il a ses priorités qui sont des priorités économiques, stratégiques. Et c'est la grande qualité des entreprises françaises et aussi, je pense, de passer l'humain avant tout. Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises françaises sont humanistes, elles savent s'adapter, développer des talents. Depuis que je suis à la tête ou que je travaille dans AGL, sous sa version 0 et sur sa version 1, j'ai eu l'occasion de mesurer la qualité des talents africains et de contribuer à leur formation. Ils m'ont beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de mes partenaires africains. Il paraît que c'est d'ailleurs un de vos credos de l'africanisation et promouvoir les talents africains, justement. Nashwaat disait, pour qu'une entreprise réussisse en Afrique, elle a besoin de s'adapter, de comprendre son environnement. Et je pense que les talents africains sont les mieux à même, d'autant plus qu'ils partagent souvent les codes aussi occidentaux, sont les mieux à même de comprendre leur environnement et de nous aider à nous adapter et à anticiper. Donc c'est un besoin permanent et effectivement, il m'a semblé totalement légitime, normal, de placer à la tête de nos affaires et à tous les échelons des collaborateurs de talent et aussi de leur demander de venir m'accompagner à Paris pour développer nos activités dans le reste de l'Afrique. Est-ce que ces talents et cette promotion des talents africains, on le retrouve aussi au niveau des instances dirigeantes des filiales AGL? Est-ce que dans les conseils d'administration, il y a aussi plus de talents africains? La très grande majorité de nos entreprises sont dirigées par des Africains. Il y a d'autres nationalités. J'ai un collaborateur, le patron de notre terminal à Tema est un Palestinien. Le patron de nos activités dans la région de Guinée et de Sierra Leone est un Croate. Je vous donne deux exemples, mais la majorité de nos collaborateurs sont africains. En revanche, on peut avoir un Ivoirien, par exemple, qui dirige la Zambie, un Malien qui dirige la région à partir du Sénégal. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité. Il faut s'habituer à ce que les managers voyagent d'un pays à l'autre. Mais clairement, la majorité de nos affaires en Afrique est appelée à être dirigée par des Africains. Il y aura aussi des Européens, des Asiatiques, des Américains. Mais la majorité de nos affaires est appelée, pour les raisons que j'expliquais, à être dirigée par des Africains. Philippe Labonne, président du comité Afrique de MEDEF International, président d'Africa Global Logistique et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On vous a demandé, comme à nos autres invités, un choix musical. Voici Fela Kuti, légende de la musique nigériane, et ce titre, Lady. African woman no go gree. She go say, I be lady yo. If you call a woman, African woman no go gree. She go say, I be lady yo. She go say,
Lady Fela Kuti en 1972, vous étiez tout petit à l'époque. Pourquoi ce choix musical, Philippe Labonne? Plusieurs raisons. La première, c'est que ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. La première fois où je suis allé au Nigeria, c'était en 94 et j'ai assisté à un concert de Fela et c'est l'expérience la plus extraordinaire de concert à laquelle j'ai jamais assisté. Ensuite, Fela, c'est un acteur extrêmement inspirant, qui aime son pays, qui défend son pays, qui est un acteur engagé. Ensuite, cette chanson, c'est l'afrobeat. L'afrobeat est à la base de beaucoup de musique africaine aujourd'hui. Et enfin, c'est le thème de cette chanson. Ce sont les femmes. Et je pense qu'il nous appartient de donner en Afrique et ailleurs d'ailleurs la place aux femmes, la place qu'elles méritent. Parce qu'on a parlé des Africains, effectivement, dans vos filiales et chez AGL, au niveau de la féminisation de vos entreprises. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez un ratio? Je suis particulièrement attentif au développement de la diversité de genre au sein de l'entreprise. C'est un challenge parce que historiquement, les activités de transport, de logistique sont plutôt des activités où on trouve des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui sur l'ensemble de la scène logistique. J'étais en Zambie, je visitais les entrepôts, c'était des femmes. J'étais en Côte d'Ivoire, la patronne régionale est une femme et la présidente est une femme. J'étais au Cameroun, dans le chemin de fer. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont conductrices de train. Donc les femmes prennent la place qu'elles méritent dans la société. Et je dis toujours, on ne peut pas gérer une société avec la moitié de son cerveau. Donc c'est important que les femmes aient la place qu'elles méritent au sein de la société. J'adore cette chanson. On a écouté un artiste nigérian et on va parler justement de l'économie du Nigeria. Effectivement, la parfaite transition pour parler de ce sujet-là. Le Nigeria, première économie du continent qui pourtant en ce moment a les pieds fragiles avec la baisse des cours du pétrole, l'inflation, une crise économique finalement rampante. D'ailleurs, le nouveau président nigérian Bola Tinubu a fait de l'économie l'une des priorités de son début de mandat. Quel est votre regard sur cette situation? Le Nigeria est un pays fascinant. Comme vous l'avez dit, c'est le premier pays d'Afrique en termes de population, en termes d'économie. Et c'est aussi le premier pays en termes de champions. Donc, on voit aujourd'hui ce qui ne va pas au Nigeria, mais moi, ce que je vois, ce sont les grands acteurs nigérians, les acteurs bancaires, les acteurs industriels, les acteurs négociants, qui ont émergé en particulier sous l'ère du président Obasanjo et qui aujourd'hui ont des tailles continentales. Je pense qu'avec le programme économique mis en œuvre par le président Tinubu, l'économie nigériane va rebondir. Non seulement je l'espère, mais je ne suis pas le seul. Donc nous attendons à ce que l'économie nigériane reprenne le chemin de la croissance. Un Dangote ivoirien, un Dangote sénégalais, un Dangote malien, pourquoi pas, plus tard? Prendre exemple, effectivement, de cette réussite? Oui, il y en aura. Je peux vous donner un exemple. Le représentant de CAT aujourd'hui pour l'Afrique est un Ivoirien. On voit émerger dans chaque pays des entrepreneurs. Et c'est aussi un des rôles du MEDEF international, c'est de mettre en relation ces entrepreneurs locaux avec les entreprises françaises pour, en fait, au final, faire en Afrique avec le savoir-faire français et travailler ensemble pour une prospérité commune et un rapport équilibré. On peut parler de la ZLECAf, justement, pour travailler ensemble, parce qu'on parle des mouvements de salariés, justement des talents d'un pays à l'autre. Quand on parle de la zone de libre-échange continental africain, on pense aux barrières gommées, on pense aux coûts de transfert de devises abaissés, à plus d'échanges, à moins de formalités. Finalement, la ZLECAf, c'est un espoir pour le patron français que vous êtes? Bien sûr. C'est un des axes de notre stratégie, c'est un des axes de la stratégie d'AGL de contribuer au développement du commerce intra-africain. Aujourd'hui, le commerce intra-africain représente 20% du commerce de l'Afrique, c'est-à-dire moins de 1% du commerce mondial. La marge de progression
est immense. Le premier marché de l'Afrique et des États africains, ça doit être l'Afrique elle-même. J'étais en Zambie, qui est un producteur agricole. La Zambie exporte en Afrique et va augmenter ses exportations vers l'Afrique. La ZLECAf est un sujet d'intérêt premier pour les entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle nous étions en Éthiopie, à Addis Abeba, et que nous avons rencontré le commissaire de l'UA en charge de la ZLECAf pour mesurer l'état d'avancement du projet et lui présenter les compétences des entreprises françaises en matière de transport et de commerce. C'est un sujet de priorité, pardon, Bruno, c'est un sujet de priorité, mais aussi force est de constater que ça patine depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur le libre-échange en 2021. Concrètement, en quoi le patronat français, voilà, vous dites Addis Abeba, vous y êtes allé pour booster un peu tout ça, peut contribuer à accélérer la mise en œuvre de cette zone, peut inspirer. Enfin, la France fait partie quand même d'une gigantesque zone aussi de libre-échange avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut apporter quand on Les entreprises françaises, elles peuvent apporter leur expertise. Elles ne peuvent pas apporter la volonté politique. Donc il appartient aux États africains de faire en sorte que la volonté politique s'applique. Nous, ce qu'on peut apporter, c'est nos expertises en matière de gestion de corridors, de transfert des marchandises, de gestion de l'information le long des flux, et effectivement de sensibiliser à notre échelle et en tant qu'organisation patronale sur la nécessité de fluidifier la circulation des marchandises et de montrer comment cette fluidification participera à la prospérité des économies et donc à la création d'emplois. La ZLECAf pourrait supplanter d'autres zones économiques, la CEDEAO, la CEMAC. Chaque zone a ses vocations. En fait, les zones régionales sont des zones d'achalandise naturelle. L'idée, effectivement, c'est qu'à terme, il y a une grande zone de libre-échange qui permette de faire le plus facilement possible du commerce en Afrique. Maintenant, s'il y a cette zone, mais qu'il n'y a pas les liaisons routières, les liaisons ferroviaires, qu'il n'y a pas les ports pour faire du cabotage, ça deviendra une zone virtuelle. Aujourd'hui, elle est très virtuelle parce que les infrastructures ne sont pas là et la zone elle-même n'est pas totalement impliquée. Mais ce que je note, c'est qu'il y a une véritable volonté politique. Ça prendra du temps. N'oublions pas qu'on a commencé l'Europe avec la communauté de l'acier et du charbon dans les années 50. Et l'Europe n'est pas totalement faite. Et elle est loin, oui, je pense qu'elle est loin d'être faite. Effectivement. Philippe Labonne, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous allons à présent parler logistique. Alors, ce secteur de la logistique chamboulé, on le sait depuis quelques années, changement important avec MSC, ce géant italo-suisse qui a fait l'acquisition des activités de Bolloré, Africa Logistics, dont vous étiez directeur général adjoint. Quel bilan vous faites de cette opération, là encore avec un peu de recul? Ça a été un véritable passage de relais. Notre ancien actionnaire nous a confié à un groupe qui a une véritable vision pour l'Afrique, je le disais, qui place l'Afrique comme une priorité stratégique et qui souhaite accompagner le rattrapage du continent. L'Afrique doit prendre la place qui lui revient dans le commerce international. Je dis aujourd'hui 3%, alors que demain ce sera 25% de la population. Et le groupe MSC entend tout mettre en œuvre pour contribuer à ce rattrapage. Aujourd'hui, le groupe MSC est le premier armateur de porte-conteneurs dans le monde avec près de 800 navires. Et il est important que le dispositif terrestre soit à la hauteur du dispositif maritime. Et c'est notre rôle. Donc, nous allons poursuivre nos investissements pour nous déployer dans les ports et aussi nous déployer sur les corridors, que ce soit avec des flottes de camions, en travaillant avec des sous-traitants, avec des entrepôts, sur les différents axes de développement que nous avons engagés. On s'en souvient, en tout cas, c'est la consolidation, hein, cette transaction, j'allais dire ce deal, c'est la consolidation d'un secteur qui, comme beaucoup de secteurs après le Covid, a pris du plomb dans l'aile. Et tout s'est fait finalement très très vite. Mais vous avez réussi à préserver beaucoup de choses, dont les 23 000 salariés, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis que le leitmotiv
de MSC, qui est un acteur à la fois humble et ambitieux, c'est la croissance. Donc on a besoin de nos équipes en Afrique. J'en parlais tout à l'heure. Nos équipes, c'est notre force. C'est la première barrière à l'entrée. La grande force de MSC, c'est sa conviction et son pragmatisme et la capacité à mettre en œuvre la stratégie. Premier armateur mondial. On est le premier réseau de logistique en Afrique avec 23 000 collaborateurs. On est présent dans 47 pays. On a plus d'1 million de mètres carrés d'entrepôts, 17 terminaux conteneurs, 6 terminaux rouliers. On va poursuivre nos investissements et le groupe MSC nous a donné les moyens de ces investissements. Nous sommes au cœur du dispositif du groupe aujourd'hui, qui est un groupe, un pure player, contrairement à notre précédent actionnaire, et nous avons pleinement les moyens de mettre en œuvre nos stratégies. Notre actionnaire vient d'augmenter notre capital de 600 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a des fonds propres de plus de 2 milliards d'euros. Nous allons lever un crédit revolving pour poursuivre nos investissements. Donc nous avons les moyens de mettre en œuvre notre stratégie, c'est-à-dire de poursuivre nos investissements de manière à fluidifier le commerce et le transport des marchandises entre l'Afrique et elle-même et l'Afrique et le reste du monde. Vous avez pris en décembre 2022 la présidence de l'entité fusionnée Africa Global Logistics, et ce pour 2 ans minimum. C'est ce qu'on fait généralement dans ce genre de cas de figure. Nous sommes en mars 2024. Votre rôle de grand intégrateur des deux entreprises touche-t-il à sa fin ou a-t-il comment dire, marqué des jalons? Ou est-ce qu'il y a une autre mission déjà prévue pour vous? Africa Global Logistics, c'est ma passion. Donc, tant que mes actionnaires me feront confiance, je serai là, avec mes équipes, parce qu'Africa Logistics, c'est le résultat du travail remarquable de 23 000 collaborateurs et surtout de l'équipe qui m'entoure. Sans eux, nous n'en serions pas là, et je compte sur eux, et ils peuvent compter sur moi pour poursuivre nos objectifs de développement. AGL a l'avantage, effectivement, du fait de l'histoire de la société, du temps de Bolloré, d'avoir la connaissance du terrain. C'est ça que vous apportez à MSC, qui n'a pas forcément l'expérience de l'Interland, des zones enclavées. MSC est un opérateur maritime, historiquement. MSC est présent en Afrique, a réalisé des projets importants, je pense à la DARS de Lomé. Ce qu'on apporte à MSC, c'est effectivement notre connaissance de l'Afrique, mais avant tout, c'est les 23 000 collaborateurs du groupe et des managers qui ont une connaissance de leur marché extrêmement fine et qui ont la passion du métier. Passion qu'on partage avec MSC. C'est une famille, c'est un groupe passionné par son environnement. Ils ont retrouvé des équipes qui partagent cet ADN. Si on remarque une transaction, voilà, AGL a remporté dernièrement l'avis d'appel d'offres international pour les terminaux conteneurs et polyvalents du port de Lobito en Angola. Je crois que d'ailleurs vous allez bientôt vous y rendre. C'est un signe que la greffe a bien pris entre les deux opérateurs? C'est un signe de l'impact effectivement de cette transaction. Avec MSC, nous avons convaincu les autorités d'Angola qu'AGL apportait la meilleure solution. Nous apportons la meilleure solution, pourquoi? Pour développer le terminal de Lobito. Parce qu'en fait, nous sommes le premier opérateur logistique dans la Copper Belt. Nous gérons près de 20% des flux de cuivre. Et nous avons sur la mer la capacité d'augmenter la connectivité du port de Lobito. Donc, en résumé, l'équipe gagnante AGL plus sur Terre plus MSC pour améliorer la connectivité, faire venir des navires de plus grande capacité au port de Lobito qui permettront aux opérateurs d'importer et d'exporter dans les meilleures conditions, c'est le schéma gagnant. Cette transaction, elle a provoqué aussi un certain nombre d'inquiétudes dans quelques ports africains. Du côté des salariés, du côté des populations locales. Comment est-ce que vous avez géré ça là, ces derniers mois et qu'est-ce que vous pouvez dire effectivement à ces salariés pour les années qui viennent? C'est légitime que le changement
amène l'appréhension. Et au-delà des discours, c'est les actes. Le groupe AGL continue d'embaucher. Et je le disais, notre priorité, c'est la croissance. Et je peux garantir à nos équipes, à nos clients, que nous allons poursuivre nos investissements dans les secteurs que nous avons identifiés comme stratégiques. Selon quel business model pour vous? Parce que quand on regarde les secteurs dans lesquels vous évoluez, sont les transports ou la logistique, enfin, l'infrastructure portuaire de manière générale, sont des secteurs avec un fort ADN de souveraineté. Comment on fait pour s'insérer dans ces structures-là? Est-ce qu'il faut promouvoir les partenariats publics-privés? Est-ce qu'il faut miser sur les concessions? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui marche? Il y a 54 pays en Afrique, on est dans 47 pays, donc il y a pas, je ne crois pas au schéma universel. Je crois à l'agilité. Les partenariats publics-privés sont un outil important pour développer les infrastructures. Là aussi, il faut, j'allais dire, calibrer correctement le partenariat public-privé. Il y a des secteurs comme les terminaux portuaires où le secteur privé peut porter la totalité du financement. Il y a des secteurs comme le transport ferroviaire où c'est plus difficile. Maintenant, il y a des secteurs qui doivent rester totalement en B2B et où les partenariats, en revanche, locaux sont très importants et je pourrais y revenir. Mais aujourd'hui, il y a une volonté importante des pays de développer le local content, une volonté légitime de développer des acteurs nationaux. Et nous comptons continuer à poursuivre nos développements avec les acteurs locaux. Une des questions qui se pose dans cette relation entre l'État et le secteur privé, c'est celle de la corruption qui existe malheureusement en Afrique. Les entreprises françaises y sont forcément exposées, en tout cas peuvent être exposées à cette difficulté à certains moments. Comment est-ce que vous gérez ça? Quels sont les process mis en place? Quels conseils vous donnez à vos entreprises pour ne pas entrer dans cette spirale? C'est un risque important contre lequel il faut s'équiper et s'armer. Donc, nous avons un programme qui s'appelle, sorry pour l'anglais, de compliance, qui est géré avec un directeur de la compliance, une équipe de 6 ou 7 personnes à Paris et 70 personnes sur le terrain qui veillent à la mise en œuvre de cette politique qui consiste à s'assurer que chacun de nos partenaires respecte bien les règles et que les procédures sont strictement respectées. La tolérance en la matière, elle est zéro. Et je conseille à tous les acteurs de suivre notre exemple. Est-ce que cette politique a été renforcée justement avec les derniers ennuis et mise en cause, notamment du temps du groupe Bolloré? Je pense au Togo, par exemple. Est-ce que ça a activé quelque chose chez vous? La mise en œuvre de ces pratiques de compliance date des années 2007-2008. C'est un processus d'amélioration permanent qui s'adapte en fonction des règles et nous allons poursuivre ces politiques. Ça veut dire que de temps en temps, des entreprises, alors bon, il y a effectivement AGL, mais si on parle aussi de votre casquette au comité Afrique du MEDEF, des entreprises peuvent encore être confrontées à ça. Enfin, vous avez des retours de ça? Les entreprises françaises sont extrêmement vertueuses en la matière. Je pense que nous sommes les bons élèves de la classe. Je ne vais pas citer les mauvais. Bah si, on a envie de les entendre. Non, mais je ne le ferai pas. Et vous les connaissez. Mais voilà, les entreprises vertueuses sont extrêmement vigilantes sur ce sujet-là. Philippe Labonne, vous avez démarré votre carrière chez Citarail, on l'a dit en début d'émission. AGL est un opérateur qu'on appelle multimodal. Une question sur la reprise du trafic ferroviaire au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Là, on voit des images d'archives de Citarail, effectivement, qui datent d'il y a quelques décennies. On va voir des images plus actuelles. Voilà. Où est-ce qu'on est, effectivement, de la reprise du trafic au Burkina Faso? Les trains circulent entre Bobo et Ouaga. C'est important. C'était une demande
des autorités, c'était une demande de population riveraine. Les taux de remplissage ne sont pas au rendez-vous. Il est important que nous arrivions avec les autorités à structurer un financement pour moderniser le chemin de fer entre Ouagadougou et Abidjan. Nous travaillons sur ce sujet-là avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne. C'est un projet qui dépassera le milliard d'euros. Et à ce moment-là, nous pourrons améliorer très significativement la qualité des circulations, la vitesse des circulations, la qualité du matériel et redonner au rail la place qu'il mérite dans le transport de marchandises et de passagers sur cet axe. Là encore, il y a une demande locale très forte de bénéficier des revenus de cette activité. L'équation économique du rail est complexe. Et un opérateur économique privé ne peut pas supporter à la fois le financement de l'infrastructure et du matériel roulant. Pourquoi ? Parce qu'en face de lui, il a des transporteurs qui ne payent pas l'infrastructure. Le schéma qui doit être mis en place inclut forcément une participation des États au financement de l'infrastructure. Et le partenaire privé est là pour garantir que le chemin de fer est opéré dans les meilleures conditions et de manière à ce qu'il contribue au maximum au financement de l'infrastructure. Mais il restera toujours une place pour le financement de l'infrastructure par l'État ou ses partenaires. Je pense qu'il faut un plan Marshall pour le ferroviaire en Afrique. C'est peut-être pour ça que le rail, finalement, ça va être difficile d'en faire le transport du futur, de l'avenir en Afrique, parce qu'il y a cette question de déficit des infrastructures, et déficit de financement de ces infrastructures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous déplorez cet état de fait ? Alors qu'il faut décarboner le transport, plus généralement, et qu'a priori, le transport ferroviaire est le transport le moins carboné. Vous avez raison, Bruno. Une tonne transportée par rail... Je ne suis pas le seul à le dire. Non, mais une tonne transportée par rail, c'est 90% d'émissions carbone en moins. Et je pense que les acteurs internationaux, en particulier les institutions financières internationales, ont compris cela. Et j'ai plusieurs signaux qui le montrent. La Banque mondiale et l'Union européenne et l'AFD ont financé un programme d'1 demi-milliard de dollars pour réhabiliter le chemin de fer du Cameroun. Les États-Unis et l'Union européenne, les États-Unis avec le PGI et l'Union européenne avec le Global Gateway, ont décidé de financer le corridor de Solvézy et Lobito. Et nous sommes en train de structurer, je suis très positif, un financement pour réhabiliter l'axe entre Abidjan et Ouagadougou. Je pense que la communauté internationale a compris l'importance du rail, qui est au-delà d'être un acteur environnemental vertueux, et aussi un acteur économique important. Ça coûte moins cher de transporter par rail. À propos de ce secteur de la logistique, je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission que nous avions tournée ici même avec Bambalo, start-upper sénégalais qui est à la tête de PAPS, nouvel acteur de la logistique en Afrique de l'Ouest. Il parlait de la concurrence dans ce secteur essentiel. On a deux types de concurrence. On a les acteurs historiques. Et donc, c'est toutes ces grandes sociétés logistiques que vous connaissez et qui sont sur le continent depuis des années et des années, mais qui ne se sont pas vraiment souciés de ce qui se passait dans les frontières. Donc, ils ont arrêté à partir des ports ou des aéroports. On peut dire qu'on est complémentaire avec cette concurrence-là, bien qu'ils peuvent être un produit de substitut sur certaines lignes. Bolloré. Allez. Par exemple. De l'autre côté, sur les sociétés plus locales, technologiques, je trouve que c'est une bonne chose parce que ce qu'on fait tous, on n'est pas présent au Burkina, on n'est pas présent au Niger, on n'est pas en RDC. Qu'il y ait d'autres acteurs là-bas pour éduquer le marché, faire en sorte que le produit soit utilisé, que ça devienne une habitude pour les gens, ça sera juste un avantage. Le jour où on peut compétir ensemble, on compétira pour la qualité de service. Et c'est ce qui nous a fait défaut par le passé. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise et entrepreneur africain, c'est vers ça qu'on tend. Bambalo, le patron de PAPS, entretien à voir ou à revoir en intégralité sur notre chaîne YouTube. Philippe Labonne jouait effectivement de cette complémentarité, comme disait Bambalo, dans le secteur de la logistique. AGL et MSC, la maison mère, doivent partager le gâteau avec d'autres géants et des entreprises plus petites. Nous travaillons
en partenariat avec les entreprises africaines. Je suis admiratif de ce que fait le patron de PAPS. Au sein du groupe MSC, nous avons investi dans une start-up qui s'appelle Gozem. Il y a de la place pour tous. AGL sous-traite 80% de ces transports. Donc, nous avons besoin de ces acteurs-là. Je pense que l'Afrique ne doit pas être regardée avec une vision malthusienne, mais une vision de croissance. Donc, il y a besoin d'acteurs, professionnels que nous pouvons aider à former, que nous pouvons aider à financer. Et je pense que plus nous serons formés et plus la logistique en Afrique sera performante. Encore un tout petit mot sur ce qu'on évoquait il y a quelques minutes, la décarbonation du transport. Il y a beaucoup d'annonces de verdissement dans cette activité, notamment l'activité maritime que l'on sait extrêmement polluante. Quelles sont vos réelles innovations? Quels sont vos projets là dans cette dynamique? Cette dynamique est extrêmement importante. D'abord, parce qu'on a des enfants et qu'on veut leur laisser la planète en meilleur état possible. Ensuite, parce qu'on embauche des jeunes. Et la première question qu'ils nous posent, c'est notre politique en la matière. Nous, on a engagé une politique de réduction de nos émissions et on a notamment créé un label sur nos ports de manière à nous inciter et à inciter nos managers à améliorer, à diminuer leur impact carbone. Ça s'appelle le Green Label sur nos ports. Aujourd'hui, on a 12 terminaux portuaires qui sont certifiés Green Label. On a demandé à ce que ce Green Label soit certifié par une société indépendante qui s'appelle le groupe Veritas, qui développe d'ailleurs ce label ailleurs. Et pour vous donner un exemple, sur le dernier terminal que nous avons ouvert à Abidjan, l'ensemble des équipements terrestres est électrique. Pour terminer, Philippe Labonne, avant de nous quitter, une citation d'un personnage historique, vous l'avez choisi, elle aussi, Nelson Mandela. « It always seems impossible until it's done ». Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour un acteur à l'ADN africain, Nelson Mandela, c'est un personnage inspirant. Au-delà de la détermination que souligne cette phrase, ce que je retiens de Nelson Mandela, c'est son caractère fédérateur, sa capacité à pardonner des atrocités pour rassembler son peuple et l'engager sur le chemin de la paix et de la prospérité. Il y en a d'autres aujourd'hui de son calibre? En Afrique, il n'y a pas encore d'acteurs qui ont atteint ce niveau de mythe. Mais ce qui est important, c'est que son esprit perdure et que nous en inspirions. Merci Philippe Labonne d'être passé dans les studios de RFI. Merci Bruno, merci Aurélie. Merci pour cet entretien qui sera donc diffusé sur nos chaînes YouTube, qui sera à lire dans les colonnes de jeuneafrique.com. Aurélie Mbida, merci. Encore. Merci Bruno. Guillaume Munier, Adrien Toureau pour la réalisation audio et vidéo, Christelle Jeanne pour les photographies. Merci à Salimata Koné pour la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.